La nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville dans son manteau d'hiver glacial. Dans les entrailles de la station de métro Châtelet, les derniers voyageurs se pressaient vers les sorties, leurs pas résonnant sur le carrelage humide. Les néons fluorescents projetaient une lumière blafarde sur les murs couverts d'affiches déchirées, créant des ombres dansantes qui semblaient raconter leurs propres histoires silencieuses. Alexandre Moreau, 35 ans, terminait son service de nuit. Concierge dans un grand hôtel du quartier, il avait passé les 12 dernières heures à porter des valises, ouvrir des portes et sourire poliment aux clients fortunés qui ne remarquaient même pas son existence. Ses muscles endoloris témoignaient de la fatigue accumulée. Mais c'était dans ses yeux bleu clair que se lisait vraiment l'épuisement, pas seulement physique, mais celui d'une âme qui portait le poids de trop de nuits solitaires. Il ajusta son uniforme bordeaux, toujours impeccable malgré les heures de labeur. Ses cheveux châtains foncés, soigneusement coiffés en début de soirée, commençaient à se rebeller contre le gel qui les maintenait. Sa barbe de 3 jours, parfaitement taillée, encadrait un visage aux traits nobles mais marqué par une mélancolie qu'il ne parvenait plus à dissimuler. Le ventre d'Alexandre grondait douloureusement. Il n'avait rien mangé depuis le matin, économisant chaque centime pour boucler le mois. En fouillant dans la poche intérieure de sa veste, ses doigts rencontrèrent le papier froissé d'un unique billet, 10 €. Son dernier argent jusqu'à la paix, dans 3 jours. Il contempla le billet un instant, calculant mentalement un sandwich, peut-être une soupe chaude, et il pourrait tenir jusqu'à vendredi. L'air froid de février s'engouffrait dans la station chaque fois que les portes automatiques s'ouvraient. Alexandre remonta le col de son manteau usé et se dirigea vers la sortie, ses pas lourds, résonnant dans le couloir, presque désert. C'est alors qu'il le vit. Sur un banc de métal froid, recroquevillé dans un coin comme s'il voulait disparaître, un petit garçon tremblait. Il ne devait pas avoir plus de 8 ans. Ses cheveux bruns emmêlés tombaient sur son visage sale, cachant partiellement ses grands yeux noisettes qui brillaient de larmes contenues. Ses vêtements, un pull troué et un jean trop court, étaient couverts de taches et de poussière. Ses petites mains étaient crispées sur un sac à dos déchiré qu'il serrait contre sa poitrine maigre comme un trésor. Alexandre ralentit le pas. Quelque chose dans la posture de l'enfant, dans sa façon de se faire tout petit, réveilla en lui un écho douloureux. Il connaissait cette solitude, cette peur qui vous ronge quand vous n'avez nulle part où aller. Ses propres souvenirs d'enfance remontèrent à la surface. Des nuits passées dans des cages d'escalier, le ventre vide, attendant que sa mère rentre d'un travail qui ne payait jamais assez. Le concierge s'approcha lentement, ne voulant pas effrayer l'enfant. Plus il s'approchait, plus les détails déchirants devenaient visibles. Les lèvres gercées par le froid, les joues creuses qui trahissaient des jours sans vrai repas, les chaussures trouées d'où dépassaient des chaussettes dépareillées. « Hé, petit !» murmura Alexandre d'une voix douce, s'accroupissant à distance respectueuse. « Qu'est-ce que tu fais là, tout seul ?» Le garçon sursauta violemment, ses yeux s'écarquillant de terreur. Il serra davantage son sac contre lui, comme si Alexandre allait le lui arracher. Aucun mot ne sortit de sa bouche, mais son regard parlait pour lui. C'était celui d'un animal blessé, méfiant envers tout contact humain. Alexandre sentit son cœur se serrer. Il reconnaissait cette méfiance, cette peur instinctive des adultes qu'ont les enfants qui ont trop souffert. Lentement, il s'assit sur le sol froid, maintenant une distance rassurante entre eux. « Je ne vais pas te faire de mal, » dit-il doucement, sa voix grave mais apaisante. « Tu as faim ?» À la mention de la nourriture, quelque chose changea dans les yeux du garçon. Une lueur d'espoir, rapidement étouffée par la méfiance, mais Alexandre l'avait vu. Le ventre de l'enfant émit un gargouillement audible, trahissant sa faim. Sans réfléchir, sans calculer, sans penser aux 3 jours qui le séparaient de sa prochaine paix, Alexandre sortit son dernier billet de 10 €. Le papier bleu sembla briller sous les néons, porteur de tant de possibilités. Un repas chaud, peut-être même 2, une boisson chaude qui réchaufferait les petites mains gelées.
Il tendit le billet vers l'enfant, son geste lent et mesuré pour ne pas l'effrayer. « Tiens, prends ça, va t'acheter quelque chose de chaud à manger, petit. » Le garçon fixa le billet, puis le visage d'Alexandre, puis à nouveau le billet. Ses yeux noisettes s'emplirent de larmes qui roulèrent silencieusement sur ses joues sales, traçant des sillons clairs dans la crasse. Sa petite main tremblante s'avança, hésita, puis saisit délicatement le billet comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Pendant un long moment, l'enfant dévisagea Alexandre avec une intensité troublante. Son regard semblait chercher quelque chose dans les traits du concierge, comme s'il essayait de graver ce visage dans sa mémoire. Les yeux bleus d'Alexandre rencontrèrent les yeux noisettes du garçon, et pendant cette fraction de seconde suspendue dans le temps, quelque chose passa entre eux. Une connexion inexplicable, un fil invisible qui les reliait au-delà des mots. Puis, brusquement, comme mu par une impulsion soudaine, le garçon bondit sur ses pieds. Serrant toujours son sac à dos d'une main et le billet de l'autre, il recula de quelques pas, son regard toujours fixé sur Alexandre. Sa bouche s'ouvrit comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. « Attends !» appela Alexandre, surpris par cette réaction. « Tu n'as pas à t'enfuir. Je voulais juste... » Mais le garçon avait déjà tourné les talons. Il s'élança dans le couloir, ses petites jambes le portant aussi vite qu'elles le pouvaient. Alexandre se releva précipitamment, mais l'enfant avait déjà disparu dans le dédale de couloir de la station. Seul l'écho de ses pas précipités témoignait encore de sa présence. Le concierge resta là, debout, au milieu du couloir désert, regardant dans la direction où l'enfant avait disparu. Un mélange d'émotions contradictoires tourbillonnait en lui. La satisfaction d'avoir aidé, l'inquiétude pour ce petit être fragile et une étrange sensation de perte, comme si quelque chose d'important venait de lui échapper. Il haussa les épaules, essayant de chasser ce sentiment troublant. « Au moins, il pourra manger ce soir », murmura-t-il pour lui-même. C'était tout ce qui comptait, n'est-ce pas? Il avait fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Alexandre rajusta son uniforme et reprit sa marche vers la sortie. Le froid mordant de la nuit parisienne l'accueillit comme une gifle, mais il ne le sentit presque pas. Son esprit était encore avec ce garçon aux yeux noisettes, se demandant d'où il venait, où il allait, pourquoi il était seul dans cette station à cette heure tardive. En remontant la rue vers son petit appartement, Alexandre ne pouvait s'empêcher de se retourner de temps en temps, comme si l'enfant allait réapparaître. Mais les rues étaient vides, éclairées seulement par les réverbères qui projetaient des cercles de lumière dorée sur le trottoir mouillé. Cette nuit-là, allongé dans son lit étroit, le ventre vide mais le cœur étrangement plein, Alexandre repensa au regard de cet enfant. Il y avait vu quelque chose de familier, quelque chose qui résonnait profondément en lui. Peut-être était-ce simplement la reconnaissance d'une âme solitaire par une autre. Ou peut-être, non, c'était ridicule. Il chassa cette pensée absurde et ferma les yeux. Dehors, la pluie commençait à tomber, tambourinant doucement contre sa fenêtre. Quelque part dans Paris, un petit garçon serrait un billet de 10 € contre son cœur, ses larmes se mêlant à la pluie. Dans son sac à dos déchiré, une vieille photographie attendait son heure, porteuse d'un secret qui allait bientôt bouleverser 2 vies à jamais. Les jours s'écoulaient avec la monotonie cruelle de l'hiver parisien. Alexandre avait repris sa routine. Les nuits interminables à l'hôtel, les sourires forcés, les pourboires dérisoires qui ne suffisaient jamais. Mais quelque chose avait changé en lui depuis cette nuit dans la station de métro. Chaque soir, après son service, il faisait un détour par Châtelet, scrutant les bancs, les recoins, espérant apercevoir une silhouette familière. Le garçon aux yeux noisettes hantait ses pensées. Alexandre se surprenait à imaginer 1000 scénarios. Où dormait-il? Avait-il pu manger quelque chose de chaud avec ses 10 €? Était-il en sécurité? Ces questions tournaient en boucle dans son esprit, troublant son sommeil déjà fragile. Une semaine passa, puis 2. L'hiver resserrait son emprise sur la ville, et Alexandre commençait à perdre espoir. Peut-être l'enfant avait-il trouvé un refuge, une famille. Peut-être était-il parti loin de Paris, ou peut-être... Non,
Alexandre refusait d'envisager les alternatives les plus sombres. C'était un mercredi soir particulièrement glacial. La neige tombait en gros flocons paresseux, transformant les rues en un tableau monochrome. Alexandre venait de terminer une garde particulièrement éprouvante, un mariage somptueux où les invités ivres l'avaient traité comme un meuble, exigeant l'impossible avec condescendance. Ses mains étaient engourdies par le froid après avoir aidé d'innombrables invités à héler des taxis sous la neige. Il poussa la porte du vestiaire du personnel, soupirant de soulagement en retirant ses gants trempés. La petite pièce sentait le renfermé et l'humidité, éclairée par une ampoule nue qui clignotait de façon intermittente. Alexandre ouvrit son casier métallique, le grincement familier résonnant dans le silence. C'est alors qu'il la vit. Une enveloppe blanche posée délicatement sur sa veste de rechange. Son nom était écrit dessus d'une écriture tremblante, enfantine. Le cœur d'Alexandre manqua un battement. Il regarda autour de lui. Le vestiaire était désert. Comment quelqu'un avait-il pu entrer ici? Les casiers n'avaient pas de serrure, mais l'accès au vestiaire du personnel était théoriquement restreint. Avec des mains qui tremblaient légèrement, il prit l'enveloppe. Elle était légère, presque vide. À l'intérieur, il trouva un petit morceau de papier plié et quelque chose de plus épais, une photographie. Le message était court, écrit avec application dans cette même écriture d'enfant. « Merci pour le repas chaud. Maman m'avait dit de te retrouver. Elle disait que tu étais bon, elle avait raison. Il fallait que je te rende quelque chose qu'elle gardait pour toi. Je reviendrai. » Le souffle d'Alexandre se bloqua dans sa gorge. Les mots dansaient devant ses yeux tandis qu'il les relisait, essayant de comprendre. Sa mère, le connaître, comment était-ce possible? Lentement, presque avec révérence, il déplia la photographie. Le papier était jauni par le temps, les coins cornés par des années de manipulation. Mais l'image était encore claire, figée dans le temps comme un fantôme du passé. C'était lui, plus jeune, peut-être 20 ans, souriant avec cette insouciance qu'il avait perdue depuis. Ses cheveux étaient plus longs alors, son visage exempt des rides de fatigue qui le marquaient aujourd'hui. Mais c'était bien lui, indubitablement, et à côté de lui, le monde sembla basculer. À côté de lui se tenait une jeune femme qu'il n'avait pas vue depuis 15 ans, Lucie. Ses cheveux bruns cascadaient sur ses épaules, ses yeux noisettes, exactement de la même couleur que ceux du garçon, brillaient de bonheur. Elle tenait dans ses bras un bébé emmailloté, si petit qu'on distinguait à peine son visage. Les souvenirs déferlèrent comme une vague brutale. L'été de ses 20 ans, quand il travaillait sur les chantiers pour payer ses études qu'il n'avait jamais pu terminer. Lucie, la fille du café du coin, avec son rire cristallin et sa façon de pencher la tête quand elle réfléchissait. Leur histoire avait été brève mais intense, 3 mois de passion pure, de promesses murmurées sous les étoiles parisiennes. Puis elle avait disparu, du jour au lendemain, sans explication. Le patron du café avait dit qu'elle était partie pour des raisons familiales. Alexandre avait cherché, questionné, mais personne ne savait où elle était allée. Avec le temps, la douleur s'était estompée, remplacée par une mélancolie sourde qu'il portait comme une cicatrice invisible. Mais ce bébé, sur la photo... Alexandre examina l'image de plus près, son cœur battant si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. La date au dos de la photo, écrite de la main de Lucie, « Notre petit trésor, 2 mois ». Les calculs tourbillonnaient dans sa tête. Si ce bébé était né 2 mois après leur séparation. « Non !» murmura-t-il dans le vestiaire vide. « Ce n'est pas possible. » Mais les pièces du puzzle s'assemblaient inexorablement. Les yeux du garçon dans la station, pourquoi lui avaient-ils semblé si familiers? La forme de son visage, la courbe de sa mâchoire. Alexandre s'effondra sur le banc, la photo tremblant dans ses mains. Il fallait qu'il sache, il fallait qu'il comprenne. Le lendemain, Alexandre prit son premier jour de congé en 3 ans. Son superviseur, surpris,
n'osa pas refuser devant l'urgence qu'il lisait dans ses yeux. Alexandre se rendit d'abord à l'ancien café où travaillait Lucie. Le lieu avait changé de propriétaire 2 fois depuis, mais par chance, la vieille Madame Chen du pressing d'à côté se souvenait de tout. « Lucie? Oh, la pauvre petite !» soupira la vieille dame en repassant une chemise. Elle est partie du jour au lendemain, quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Sa famille, très traditionnelle, tu comprends? Pas de bébé sans mariage. J'ai entendu dire qu'elle s'était installée dans le 19e arrondissement, qu'elle élevait le petit toute seule. « Et maintenant ?» demanda Alexandre, la voix serrée. « Savez-vous où elle est maintenant ?» Le visage de Madame Chen s'assombrit. « Oh, mon pauvre garçon, tu ne sais pas? Lucie nous a quittés il y a 2 mois. Cancer. Ça a été très rapide. Elle n'avait que 33 ans. » Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Alexandre. Lucie, morte. Et ce garçon, leur fils, son fils, seul dans les rues de Paris en plein hiver. « Le petit ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. « Qu'est-il devenu ?»« Je ne sais pas, » admit Madame Chen. « J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de famille pour le prendre. Les services sociaux ont dû s'en occuper, mais tu sais comment c'est, ces enfants disparaissent dans le système. » Alexandre quitta le pressing comme un automate. Les révélations tournoyaient dans sa tête, créant un maelstrom d'émotions qu'il ne parvenait pas à contrôler. Culpabilité, rage, tristesse, espoir, tout se mélangeait dans un chaos douloureux. Il passa les jours suivants à enquêter, utilisant ses maigres économies pour soudoyer un employé des services sociaux qui lui confirma qu'un garçon de 8 ans, Gabriel Moreau, avait effectivement été placé en foyer après le décès de sa mère. Le nom de famille le frappa comme un coup de poing. Lucie lui avait donné son nom. Elle avait voulu que leur fils porte le nom de son père, même si elle ne lui avait jamais dit. « Le gamin s'est enfui il y a 3 semaines, » ajouta l'employé en consultant son dossier. « On le cherche toujours. Ces gosses des rues, ils savent se cacher. » Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. Il arpenta son petit appartement comme un lion en cage, la photo serrée dans sa main. Comment avait-il pu ne pas savoir? Comment Lucie avait-elle pu partir sans rien dire? La colère le disputait à la tristesse, mais par-dessus tout, c'était l'urgence qui dominait. Son fils, il osait maintenant penser ce mot, était quelque part dans les rues glaciales de Paris. Les jours suivants, Alexandre transforma sa routine. Il arrivait plus tôt au travail et partait plus tard, passant chaque minute libre à parcourir les stations de métro, les gares, les centres d'accueil. Il montrait la photo du garçon qu'il avait fait agrandir à partir de son souvenir à tous ceux qu'il croisait. La plupart secouèrent la tête, mais quelques-uns l'avaient vu. Le petit avec le sac à dos déchiré, oui, il traîne parfois par ici, très méfiant. Ne parle à personne. Une piste le mena à la gare du Nord, où un vendeur de journaux l'avait vu plusieurs fois. Il achète parfois un sandwich quand il a de l'argent. La dernière fois, c'était il y a 1 semaine. Il avait un billet de 10 €. Le cœur d'Alexandre se serra. Son argent. L'enfant avait économisé son don pendant 1 semaine. Puis un soir, alors qu'il commençait à désespérer, il reçut un appel du gardien de nuit de l'hôtel. « Alexandre !» Il y a un gamin qui traîne devant l'entrée de service depuis 1 heure. Il dit qu'il te cherche. Tu veux que j'appelle les flics? Non, s'écria Alexandre. J'arrive. Ne le laissez pas partir. Il courut comme il n'avait jamais couru, ses poumons brûlant dans l'air glacial. Mais quand il arriva, haletant, devant l'hôtel, il n'y avait personne. Le gardien haussa les épaules. Il s'est enfui quand j'ai décroché mon téléphone. Ces gamins des rues, ils ont peur de tout. Alexandre s'effondra contre le mur, les larmes coulant librement sur ses joues. Si près. Il avait été si près. Cette nuit-là, il retourna à la station Châtelet. C'était là que tout avait commencé. C'était là qu'il devait attendre. Il s'assit sur le même banc où il avait trouvé Gabriel. Il connaissait maintenant son nom, et attendit. Les heures s'écoulèrent. Les derniers métros passèrent, la station se vida. Et c'est alors, dans le silence presque complet de la nuit, qu'il entendit des pas légers,
Des pas qu'il reconnaîtrait entre mille maintenant. Il ne bougea pas, ne voulant pas effrayer l'enfant. Les pas se rapprochèrent, hésitèrent, puis une petite silhouette émergea de l'ombre. Gabriel était là, son sac à dos toujours serré contre lui, ses yeux noisettes fixés sur Alexandre avec un mélange de peur et d'espoir. Ils se regardèrent longuement, le père qui venait de découvrir qu'il l'était et le fils qui avait toujours su. « Tu es revenu » murmura Alexandre. Le garçon hocha la tête, ses lèvres tremblantes. « Ma maman m'avait dit de te trouver. Elle disait que tu avais les yeux bleus les plus gentils du monde, que tu m'aiderais quand elle ne serait plus là. » Les mots étaient comme des poignards dans le cœur d'Alexandre. Lucie avait su qu'elle était malade. Elle avait préparé leur fils, lui avait donné cette photo, cette mission impossible de retrouver un père qu'il n'avait jamais connu. « Elle avait raison, » dit Alexandre d'une voix étranglée. « Je suis là maintenant. » La pluie tombait en rideaux denses sur Paris, transformant les rues en rivières miroitantes. Alexandre était retourné chaque nuit à la station Châtelet depuis leur dernière rencontre, mais Gabriel n'était pas revenu. L'inquiétude rongeait le concierge comme un acide, l'empêchant de dormir, de manger, de penser à autre chose qu'à ce petit visage aux yeux noisettes. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur échange bouleversant. 2 semaines pendant lesquelles Alexandre avait remué ciel et terre pour retrouver son fils. Il avait contacté les services sociaux, expliqué la situation, montré la photo. Mais la bureaucratie était lente, méfiante. « Il nous faut des preuves », répétait-il. Un test de paternité, des documents officiels. Alexandre avait envie de hurler. Pendant qu'il remplissait leur formulaire, son fils dormait dehors sous la pluie glaciale de février. Chaque nuit, il imaginait le pire, Gabriel malade, blessé, ou pire encore. La culpabilité le dévorait. Toutes ces années perdues, tous ces moments qu'il n'avait pas vécus. Les premiers pas, les premiers mots, les premières peurs nocturnes qu'il n'avait pas pu apaiser. Ce soir-là, la tempête était particulièrement violente. Le vent hurlait entre les immeubles, projetant la pluie horizontalement. Alexandre, trempé jusqu'aux os, parcourait une fois de plus les rues autour de la gare du Nord. C'était là que les témoignages situaient Gabriel le plus souvent. Il était près de minuit quand il le vit. Une petite forme recroquevillée sous l'auvent d'une boutique fermée, tentant désespérément de se protéger de la pluie. Le sac à dos déchiré était posé à côté de lui, complètement trempé. Gabriel tremblait violemment, ses bras maigres serrés autour de ses genoux. Le cœur d'Alexandre se brisa. Il s'approcha lentement, retirant déjà son manteau. « Gabriel !» appela-t-il doucement par-dessus le bruit de la pluie. Le garçon leva brusquement la tête, ses yeux écarquillés de peur. Quand il reconnut Alexandre, son visage se transforma. Les larmes se mêlèrent à la pluie sur ses joues creuses. « Je ne savais pas où aller !» murmura-t-il d'une voix à peine audible. « J'avais peur que tu ne veuilles pas de moi. » Alexandre s'agenouilla dans la flaque d'eau, enveloppant son fils dans son manteau. « Ne dis jamais ça !» dit-il, sa propre voix brisée par l'émotion. « Je te cherche partout depuis des semaines. Tu es mon fils, tu m'entends ? Mon fils. » Gabriel s'effondra contre lui, son petit corps secoué de sanglots. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, il laissait sortir toute la peur, toute la tristesse, tout le désespoir qu'il avait gardé en lui. Alexandre le serra fort, ses propres larmes coulant librement. Ils restèrent ainsi, sous la pluie battante, un père et un fils, réunis par le destin et un billet de 10 €. « Viens !» dit finalement Alexandre en soulevant l'enfant dans ses bras. « On rentre à la maison. » Gabriel s'accrocha à son cou, épuisé. Tandis qu'Alexandre marchait dans les rues désertes, le garçon murmura contre son épaule. « Maman me parlait de toi tous les soirs. Elle disait que tu ne savais pas que j'existais, mais que si tu l'avais su, tu serais venu. Elle disait que tu étais l'homme le plus gentil qu'elle ait connu. » Chaque mot était un coup au cœur d'Alexandre. Lucie avait gardé leur secret, avait élevé leur fils seul, et pourtant, elle n'avait jamais laissé l'amertume empoisonner l'image qu'elle donnait de lui à Gabriel. C'était un cadeau qu'il ne méritait peut-être pas, mais qu'il chérirait pour toujours. L'appartement d'Alexandre était petit, spartiate, mais ce soir-là,
Il semblait être un palace. Il fit couler un bain chaud pour Gabriel, retrouva des vêtements trop grands mais secs. Pendant que le garçon se réchauffait, Alexandre prépara une soupe avec ce qu'il avait. Pas grand-chose, mais c'était chaud et nourrissant. Ils s'assirent face à face, à la petite table de la cuisine. Gabriel dévorait la soupe comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours, ce qui était probablement le cas. Entre deux cuillerées, il raconta son histoire d'une voix hésitante. « Maman est tombée malade il y a 6 mois, commença-t-il. Elle essayait de le cacher, mais je voyais bien qu'elle maigrissait, qu'elle toussait tout le temps. Un jour, elle s'est écroulée. L'ambulance est venue. À l'hôpital, elle m'a donné la photo. Elle m'a fait promettre de te trouver quand elle ne serait plus là. » Sa voix se brisa. Alexandre tendit la main par-dessus la table et Gabriel la saisit, s'y accrochant comme à une bouée de sauvetage. « Elle m'a dit où tu travaillais. L'hôtel Majestic. Elle avait gardé un article de journal où on parlait de toi, comment tu avais sauvé un client d'une crise cardiaque. Elle était si fière. Elle disait que ça ne l'étonnait pas, que tu avais toujours eu un grand cœur. » Alexandre ne savait même pas que cet article existait. Lucie avait suivi sa vie de loin, en silence, gardant leur fils près d'elle, mais préparant le moment où il aurait besoin de son père. « Après sa mort, ils m'ont mis dans un foyer, » continua Gabriel. « Mais je ne pouvais pas rester. Je devais te trouver. J'ai pris la photo et je me suis enfui. J'ai mis des semaines à avoir le courage d'approcher l'hôtel. Et puis ce soir-là, dans le métro, je ne savais pas que c'était toi. Pas tout de suite. Mais quand tu m'as donné ton dernier argent, quand j'ai vu tes yeux, j'ai su. »« Pourquoi t'es-tu enfui ?» demanda doucement Alexandre. Gabriel baissa la tête. « J'avais peur. Peur que tu ne me crois pas. Peur que tu ne veuilles pas d'un fils que tu n'avais jamais demandé. Alors j'ai laissé la photo et la lettre en espérant que tu comprendrais. » Alexandre se leva, contourna la table et s'agenouilla devant son fils. Il prit le petit visage entre ses mains, plongeant son regard dans ses yeux noisettes si semblables à ceux de Lucie. « Écoute-moi bien, Gabriel. Je ne savais pas que tu existais, c'est vrai. Mais maintenant que je le sais, rien ne pourra plus nous séparer. Tu entends? Rien. Tu es mon fils et je suis ton père. On a perdu 8 ans, mais on a toute la vie devant nous. » Gabriel se jeta dans ses bras et ils pleurèrent ensemble. Pour Lucie qui n'était plus là, pour les années perdues, mais aussi de soulagement et de joie d'être enfin réunis. Cette nuit-là, Alexandre installa Gabriel dans son lit, prenant lui-même le canapé. Mais le garçon ne pouvait pas dormir. Trop d'émotions, trop de changements. Vers 3 heures du matin, Alexandre sentit une petite main toucher son épaule. « Papa ?» murmura Gabriel, testant ce mot pour la première fois. « Je peux rester avec toi ?» Alexandre souleva la couverture et Gabriel se blottit contre lui. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant la pluie qui continuait de tomber. « Maman te ressemblait » dit soudain Gabriel. « Pas physiquement, mais à l'intérieur. Elle donnait toujours ce qu'elle avait aux autres, même quand on n'avait presque rien. Elle disait que c'est comme ça qu'elle t'avait reconnu ce soir-là au café. Tu avais donné ton sandwich à un sans-abri, alors que tu n'avais pas mangé de la journée. » Alexandre sourit dans l'obscurité, se souvenant. C'était vrai. Lucie l'avait taquiné à ce sujet, disant qu'il ne survivrait jamais dans ce monde s'il continuait à tout donner. Il avait répondu que c'était elle qui lui donnait envie d'être meilleur. Ils étaient tombés amoureux ce soir-là. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon. Alexandre prit tous ses jours de congé accumulés. Il emmena Gabriel s'acheter des vêtements neufs, des chaussures qui ne prenaient pas l'eau, un cartable pour l'école. À chaque achat, le garçon protestait que c'était trop, et Alexandre devait le rassurer. Plus jamais il ne manquerait de rien. Les services sociaux, devant l'évidence de leur lien et la détermination d'Alexandre, accélérèrent les procédures. Le test de paternité confirma ce qu'il savait déjà. Gabriel Moreau était officiellement reconnu comme le fils d'Alexandre Moreau. Mais Alexandre savait que les papiers ne faisaient pas tout. Il fallait reconstruire, créer ce lien qui leur avait été volé.
Alors, il prit une décision qui surprit tout le monde, sauf Gabriel. Un matin, il ne se présenta pas au travail. Quand son superviseur l'appela, furieux, Alexandre répondit calmement « Je démissionne, j'ai un fils à élever ». Il trouverait un autre travail, avec des horaires qui lui permettraient d'être là quand Gabriel rentrerait de l'école. Peut-être que ce serait dur financièrement, mais ils se débrouilleraient, ensemble. Un mois plus tard, par une belle journée de printemps précoce, Alexandre et Gabriel marchaient main dans la main dans le parc des Buttes-Chaumont. Les cerisiers commençaient à fleurir, parsemant l'air de pétales roses. Gabriel avait repris du poids. Ses joues avaient retrouvé des couleurs. Il riait en poursuivant les pigeons, toujours en gardant une main fermement accrochée à celle de son père. Des passants souriaient en les voyant, ce père et ce fils si visiblement heureux d'être ensemble. Personne ne pouvait deviner leur histoire, le chemin tortueux qui les avait menés l'un à l'autre. Assis sur un banc, regardant Gabriel jouer, Alexandre repensait à cette nuit dans le métro. Un geste simple, instinctif, donner son dernier billet à un enfant affamé. Il n'avait attendu rien en retour, certainement pas cela, certainement pas ce miracle. Une voix douce résonna dans sa tête, comme un écho du passé, comme si Lucie était là, quelque part, veillant sur eux. Il pensait avoir tout perdu cette nuit-là dans le métro. 10 €, c'était tout ce qu'il avait. Mais parfois, c'est en donnant ce qu'on a de plus précieux, sans rien attendre en retour, que la vie nous offre ses plus beaux cadeaux. Un billet offert par bonté pure lui avait rendu bien plus qu'un repas. Il lui avait rendu une famille, un fils, une raison de vivre. Car l'amour qu'on donne sans compter nous revient toujours, parfois par les chemins les plus inattendus. Gabriel revint en courant et se jeta dans les bras d'Alexandre. « Papa, on reviendra demain ?»« Tous les jours, si tu veux, » répondit Alexandre en ébouriffant les cheveux de son fils. Tandis qu'ils rentraient chez eux, ce mot avait maintenant un sens nouveau. Gabriel glissa sa petite main dans celle d'Alexandre. « Papa, je suis content que tu aies eu faim ce soir-là. » Alexandre rit, un rire libre et joyeux qu'il n'avait pas eu depuis des années. « Moi aussi, mon fils, moi aussi. » Le soleil se couchait sur Paris, dorant les toits et les façades. Dans cette lumière dorée, un père et un fils marchaient vers leur avenir, unis par le destin et la certitude que parfois, les plus grands miracles naissent des gestes les plus simples.